Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie. Bonjour Vanica. Alors, bon, moi je te connais bien intimement, mais le grand public t'a découvert au mois de décembre 2001 lorsque tu as été élue Miss France. Depuis, tu as fait beaucoup de choses, mais surtout tu as été à la tête de la société Miss France. Oui. Et quand j'y étais d'ailleurs, et tu as quitté tes fonctions en août 2022. Après 17 ans de bons et loyaux services, est-ce que ça a été dur de tourner la page? Difficile, oui et non, parce que tu quittes pas une équipe et un métier que tu as fait pendant 17 ans sans beaucoup d'émotions. Je crois que d'ailleurs ça s'est vu quand je suis partie. Mais c'était pas quelque chose si difficile à faire que ça, parce que j'avais le sentiment que j'étais arrivée, moi, au bout d'un cycle. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai fait, mais voilà, j'avais envie de me renouveler, de me rechallenger. Donc non, j'étais assez contente en fait d'avoir réussi à passer le cap, parce que ça faisait quelques temps que ça maturait et voilà, le fait de faire le grand saut, c'est pas toujours évident. Et là, tu es là pour la sortie d'un livre. Oui. Mais qui, finalement, peut-être c'est la dernière étape pour tourner la page, je trouve. Parce que oui, c'est un livre qui... Alors, ouais, moi, j'avais besoin effectivement de raconter... de témoigner en fait beaucoup de mon statut de maman, de femme, de mise, de femme chef d'entreprise. Mais couronne et préjugés. Voilà. Donc couronne quand même. Ben oui, on revient quand même à la Miss. Oui, c'est un clin d'œil parce que... Alors, on revient à la Miss, mais bon, c'est plus sur... bon, évidemment, c'est orgueil et préjugés, c'est plus sur le statut de femme, en fait, et sur les difficultés qu'une femme peut avoir aujourd'hui dans notre société, et ce que moi j'ai vécu, ce que ma mère a vécu. Voilà, j'avais vraiment envie d'aborder les préjugés un par un et de leur tordre un petit peu le cou. Les préjugés, tu arrives, toi, aujourd'hui, à t'en moquer? Ah oui, complètement. Depuis toujours? Ça m'a... Pas depuis toujours, parce que ça marque toujours et ça blesse toujours, mais oui, je pense que très vite, j'ai pris pas mal de hauteur sur les choses. Et pour avoir lu le livre, tu es très consciente surtout des préjugés que toi, tu vas véhiculer. Oui. Ouais. C'est quand même pas quelque chose d'avoir conscience, de les énumérer. Oui, mais c'est pas mal d'introspection, mais... Ça veut dire que quand même, tu as dû entendre beaucoup de choses. Beaucoup de remarques, pour te dire... Oui, c'est le comportement des gens, en fait. Le comportement des gens, les comportements dans l'entreprise, les comportements des Miss. Pas mal de choses qui ont fait naître, en fait, ces préjugés, cette perception. Et puis quand t'es gamine, t'entends aussi beaucoup de choses, tes profs, ta famille. Voilà. On est assez conscient des préjugés que les gens ont envers nous, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ? Alors, j'ai pas mal de choses, oui. Moi, j'étais productrice associée d'un film l'année dernière qui s'appelait We Have a Dream sur le handicap, qui est sorti au cinéma en septembre. J'ai des projets d'émissions de télé. J'écris beaucoup, en fait, et pas mal de projets encore ciné, production, voilà. Des choses sympas. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit retour dans le passé. Alors, pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi en Vendée. Mes parents bougeaient beaucoup et moi je suis née à Nantes et je suis arrivée au Sable d'Olonne en Vendée en 80, je sais plus, en 89, un truc comme ça. Mes parents venaient de divorcer, allaient divorcer et j'ai grandi au Sable d'Olonne. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Oh bah c'est chouette de vivre au bord de la mer parce que c'était une vie douce. Moi je dis souvent, j'ai eu la chance de vivre en province, dans une petite ville. Et c'était une vie qui était assez douce, bon, avec un contexte familial très compliqué, mais quand même dans un clan de femmes et où j'ai des très bons souvenirs. Pour qu'on puisse comprendre, pourquoi tu dis un contexte familial très compliqué ? Parce qu'il y avait pas de papa. Alors je le raconte dans le bouquin et c'est un peu long parce qu'on ne peut pas le résumer comme ça et voilà, faudra aller découvrir tout ça, mais un papa qui est parti, qui a laissé maman qui avait 40 ans, qui n'avait pas de travail, avec 3 filles à charge et voilà, une famille de filles qui se construit et qui survit. Enfin, non, je n'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai un petit qui m'a fait une petite nuit fatiguée, donc j'en ai encore un qui est tout petit et ça fait partie des petites nuits de maman et je crois que j'ai perdu ma voix. Tout va bien. C'est sexy, hein. Pas toujours. Du coup, ça t'a appris à t'endurcir, j'ai l'impression, ou à savoir compter que sur toi-même. Il y a la sororité aussi qui intervient. Oui, il y a la sororité qui est très importante entre femmes, mais effectivement, ça m'a endurci, ça m'a appris déjà à pas écouter les autres, à pas écouter les gens qui veulent te décourager, et puis à écouter les autres, en fait. Je pense que ça m'a appris aussi
potentiellement être un peu plus à l'écoute des autres et avoir envie, moi, de faire gagner du temps un peu à des profils qui peut-être avaient vécu ce que j'avais vécu. Tu as 2 sœurs? Oui. Toi, tu te situes comment dans le... Je suis au milieu. Ok, c'est pas trop la position facile normalement. Ben, je sais pas, il paraît que c'est la position la plus difficile d'être au milieu. Je sais pas. Moi, j'étais pas si mal en fait. On a l'impression que tu as un peu endossé le rôle d'aîné, je trouve. Ma sœur a été dans le sens des responsabilités. Alors, ma sœur a vraiment été l'aînée émotionnelle. Ma sœur, elle a vraiment accompagné maman. Moi, au milieu, j'étais la planquée, j'étais la sérieuse, j'étais la comptable, j'étais la raisonnable. Donc, mais non, ma sœur a vraiment eu le rôle de grande sœur. Et la dernière, alors? Et la dernière, c'était celle qu'on devait protéger, c'était la sensible, et puis c'est devenu le petit bout en train. Toutes les 3 très complices? Oui. Immédiatement? Ah, pas automatiquement. Quand on était ado, c'était compliqué parce que quand vous grandissez dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent, automatiquement, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'envie. On avait 4 ans d'écart, toutes les 3. Donc, non, période d'adolescence, un peu compliquée, je pense que ces années, on a 4 ans d'écart chacune, ces années, elles se sont gommées, en fait, à partir du moment où on a passé la vingtaine. Aujourd'hui, j'allais dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes plus complices que jamais, quoi. Ah c'est oui, vraiment ton socle et ta base. Ah oui, j'ai des très bonnes amies, mais je dis souvent que mes sœurs sont mes meilleures amies, vraiment. On va arriver à l'école. T'étais quel genre d'élève? Bah, j'étais studieuse. Je faisais pas trop bien être comme ça. Ouais, non, il faudra lire le livre, mais moi, je suis dans un contexte familial où, en fait, tu fais pas de bruit parce que tu sais que déjà la vie de maman, elle est pas facile. Donc, je me suis dit très vite, gamine, ne lui complique pas la vie. Donc, j'étais une enfant sérieuse. Mais il faut avoir déjà une scolaire. certaine maturité pour se dire ça. Maturité peut-être, mais de toute façon, une vie familiale compliquée te projette dans une maturité. Moi, effectivement, j'ai été dans des discussions avec mes parents, qui étaient beaucoup trop précoces pour moi. Je l'écris dans le livre en disant, il y a des choses qui devraient être préservées à des enfants. Nous, on n'a pas été préservés. Donc, du coup, oui, j'avais certainement cette maturité de me dire, voilà, tu fais pas de vagues, tu travailles à l'école, tu crées pas de soucis supplémentaires à maman. Tes sœurs, c'était fait la même réflexion? Oui. Après, moi, j'avais le côté très scolaire, voilà, que mes sœurs avaient peut-être moins. T'étais première de la classe? Je n'étais pas première de la classe, mais non, parce que mais j'étais dans la bonne partie. Dans la bonne partie, ouais. Est-ce que globalement, quand tu regardes ta scolarité, tu te dis c'est un bon souvenir? Ah oui, j'ai adoré ma scolarité. J'adorais l'école. C'était un truc où... moi, je me dis quand même qu'on a la chance d'être dans un pays où l'école est gratuite. Alors, j'étais en privé petite parce que maman avait fait l'effort financier de nous mettre en privé parce qu'elle ne voulait pas qu'on soit les enfants du public dont les parents sont divorcés, dont la maman est au chômage. Donc, voilà. Elle avait peur des préjugés. Oui, elle avait vraiment peur des préjugés. Et puis, très vite, j'ai glissé au public parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais quand même pas partie de cette caste et que moi, je le vivais mal. Tu t'es sentie, toi, en décalage? Oui, j'étais complètement en décalage parce que petite ville de province où on n'avait pas les moyens d'eux. Et puis, de toute façon, j'avais pas les moyens de continuer dans le privé après. Maman ne pouvait pas. Donc, je me suis retrouvée dans le public. Et je me suis dit qu'on est dans un pays fantastique où l'école publique, quand même, est un truc, malgré tous les préjugés, et c'est un peu le but du bouquin. J'avais envie aussi de passer 2-3 messages en disant on a parfois l'impression qu'on n'a pas les bonnes cartes à la naissance. Ça va peut-être être plus compliqué dans certaines familles parce qu'on n'aura pas des stages assez facilement, on n'a pas le réseau, on n'a pas ceci. Mais on est quand même dans un pays extraordinaire où si tu veux faire des études... Avec un accès à l'éducation qui permet de... Ah ouais, ça c'est... Parfois c'est plus long, c'est plus compliqué, il faut plus se battre, mais on peut quand même y arriver. Est-ce que tu avais une matière préférée? Oui, j'étais fan d'économie. C'est vrai. J'adorais l'éco, ouais, non mais... Voilà. Donc c'est arrivé plus tard, ça c'est au lycée? Oui. Non, au collège, c'était quoi mes matières préférées? Les maths alors? Les maths. J'étais assez matheuse, mais j'aimais le français, j'aimais beaucoup... Non, je crois que ma matière préférée, tu vas hurler, c'était l'histoire géo. Ah, ça, c'est récurrent qu'on nous le dise. Ouais. T'aimais apprendre et... parce que j'étais quelqu'un qui était capable d'ingurgiter beaucoup de volume de connaissances. Et du coup, c'était facile, l'histoire géo. J'avais juste à apprendre par cœur et raconter. Donc, j'avais des bonnes notes en histoire géo, donc ça me plaisait. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Lycée, la philo. Vrai problème. Mais non. Ah ouais, vrai problème. Je pense que la philo, on l'enseigne trop tôt aux enfants.
pense que si j'avais fait de la philo un peu plus tard, ça aurait été... Mais j'ai toujours été très cartésienne et pas du tout ouverte. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais eu plus de 6. Mais non. Ah ouais, j'ai même eu 6 au bac. Mon prof de philo m'avait dit, premier cours de philo, je crois que on commence en terminale, j'avais gratté 4 copies doubles et tout, j'étais à fond. Ah, toi, tu pensais que tu t'en... Ah oui, non, mais moi, j'apprenais tout par cœur et il m'avait dit, mais en fait, si vous ne réfléchissez pas, vous n'aurez jamais plus que 6. Et j'ai eu 6 toute l'année, j'ai eu 6 au bac. Avec un gros trait hors sujet, rouge. Voilà. Et t'as passé quel bac d'ailleurs? Éco, option éco. Ah oui. Et t'as eu une bonne note? Ah oui, je vais co F9 en éco, je crois que j'ai eu 17 en éco. Donc ça assure un très bon bac. Ouais. Après, t'es devenue Miss France? Oui. Est-ce que avant de penser à Miss France, enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver? Alors, mon premier métier, j'aurais voulu être hôtesse de l'air. Mais non. Ah, ouais. Il y avait Laetitia Blégé, Miss France, qui l'avait hôtesse de l'air, puis je me suis vite rendu compte que malheureusement, les hôtesses de l'air, elles ne faisaient que le service dans un avion, donc non. En fait, j'avais jamais voyagé, donc je savais pas ce qu'était une hôtesse de l'air. Puis quand j'ai vu le métier d'une hôtesse de l'air, je me suis dit non, c'est... Oui, tu le dis dans le livre, que tu as voyagé avec Miss France, non? Ah bah oui, j'avais jamais pris l'avion. T'avais pas pris l'avion avant? Ouais. Et après, je voulais être maîtresse. Ok. Voilà, mais ça ne doit pas t'étonner beaucoup. Non, c'est un peu la finalité, c'est ce qui t'a conduite à... Oui, et puis après... Il y a de la transmission. Il y a de la transmission, puis après mes parents ont divorcé, ma mère a eu l'aide juridictionnelle avec un avocat qui l'a pas aidée, et donc après je voulais être avocate, et ça m'a pas lâchée. Et ça, c'était à quel moment? Quand tu es en classe, quand tu dis avocate, c'est arrivé assez vite quand même, je pense que c'est au collège. Quand tu fais Miss France, tu es en master de droit? Je viens de terminer, alors c'était plus comme ça à l'époque, moi je venais de terminer ma maîtrise, parce qu'à l'époque il y avait 2 ans de DUG, une année de licence, une année de maîtrise, et j'étais inscrite à l'IEJ en fait. Je préparais le CRFPA. Qu'est-ce qui t'a tiré dans le droit? Donc tu le dis, c'était par rapport à ce C'était la plaidoirie, vraiment. Ouais, je voulais plaider, j'adorais ce côté théâtral. Ouais. Donc pourquoi pas faire de la comédie aussi? Pourquoi pas, mais j'aurais pu. Ça m'aurait beaucoup plu. Il y avait donc un avant Miss France, et puis après, il y a eu Miss France. Qu'est-ce qui t'a amené à te pousser dans cette aventure? Miss France, je le raconte dans le livre assez longuement. Je l'ai fait parce qu'il y avait un côté Miss France un peu décalé par rapport au contexte familial dans lequel on vivait. C'était accéder à des choses que je n'avais pas à la maison. Donc les belles robes, les belles coiffures. C'était pas ton rêve à toi? C'était pas un rêve de petite fille? Ouais, c'était plus... je dirais que c'était... Alors, ça m'a toujours plu de regarder l'émission avec maman. Mais j'ai vu assez vite que potentiellement, ça aurait été une satisfaction de maman. C'était un peu son rêve à elle, quoi. Oui, et pas dans le mauvais côté, parce que je l'ai vu chez Miss France pendant près de 20 ans, des mamans qui forcent leurs filles, qui font un transfert sur... Mais c'est pas celle qui l'emporte, finalement, d'ailleurs. Non, et maman, elle n'était pas comme ça, elle m'a pas... Mais j'ai bien senti que c'était quelque chose qu'elle aimait, en fait. Donc, à nous deux, on s'est automotivés. Qu'est-ce qui se passe quand la couronne arrive sur ta tête? Un peu de panique, parce que je ne l'avais pas du tout prévu dans mon plan de carrière. Pas du tout. Quand tu participes, tu ne te dis pas que tu vas gagner? Non, mais pas du tout. J'étais atypique, j'avais 23 ans, on est en 2001. Tu veux dire 23 ans, que c'est à l'époque, à l'époque, c'était assez âgé. Je faisais 1m72, bien tendue sous la toise, donc j'étais petite. Je préparais le concours d'avocat, ce qui n'était pas du tout le profil des Miss de l'époque. C'était quoi le profil? Le profil, elles étaient plus du sérail, donc soit elles étaient issues d'un milieu, elles préparaient des choses dans l'audiovisuel, ou alors elles étaient dans l'esthétisme, ou dans l'image. Dans l'image, ou dans la beauté, dans l'univers de la beauté. Il y avait pas mal de candidates mon année qui étaient soit étudiantes en tourisme ou qui faisaient des études pour devenir travailler dans tout ce qui était image esthétique en fait. Quand tu regardes, ça fait un petit moment maintenant, cette année de Miss France, tu te dis quel est le plus beau souvenir si tu dois juste en choisir un? Ça a été une année difficile, Miss France, parce que je me suis un peu battue toute l'année pour essayer de démontrer à Geneviève que je n'allais pas fracasser l'institution et que j'étais pas si compliquée à manager. Un bon souvenir de mon année de Miss France. Non, un quand même. Ouais, il y en a. C'est les prises de parole, c'est le boycott de Miss Monde. T'as boycotté Miss Monde? Oui, j'ai boycotté Miss Monde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Amina Lawal était une femme qui était condamnée à la lapidation dans un pays où on applique la charia.
Et le Miss Monde devait se tenir au Nigeria, pays où on appliquait justement la charia. Et voilà, je trouvais ça chouette en tant que future avocate de boycotter. Et à ce moment-là, Geneviève, elle n'est pas d'accord avec toi quand tu fais ça? Parce que c'est quand même... Elle s'en fout un peu, ouais. Geneviève, elle s'en fichait de concours internationaux. On n'avait rien à faire. Donc que tu y ailles ou pas, c'est pas grave. Voilà. Vraiment là-dessus, elle m'a laissé faire. Elle m'a laissé faire et puis je pense qu'elle avait bien conscience que j'avais pas du tout le profil pour devenir Miss Monde ou Miss Univers. Donc, Miss Monde, il faut quand même des femmes engagées. Oui, mais non, elle s'en fichait des concours. Ouais. L'aventure Miss France s'arrête et puis quelques années plus tard, tu passes de l'autre côté de la barrière. Comment ça se passe? Eh bien, l'aventure Miss France s'arrête, je rentre à Lyon, j'ai Gérard Collomb qui est maire de Lyon. Alors déjà, je me demande... Parce que tu avais fait tes études à Lyon. Oui, j'avais fait mes études à Lyon et j'ai été élue l'année où Gérard Collomb est devenu maire de Lyon. Voilà. D'accord. Déjà, première question, je rentre à Lyon, puis je me dis, est-ce que je le passerai pas ce concours quand même? Parce que moi, j'étais en droit, en fiscalité des sociétés, on venait de passer à l'euro, les lois de finances changeaient évidemment tous les ans. Un petit coup de flemme. Je me dis, bon, j'avais 2-3 opportunités, on me proposait une émission à la radio, Gérard Collomb me propose de m'embaucher à la mairie, donc je me dis, je vais peut-être me tester une petite année, je faisais un peu de télé à Paris, je me dis, après tout, j'ai fait une année de césure, je peux m'en laisser une ou deux. Et puis j'ai quand même trouvé que cette femme était extraordinaire et j'avais envie d'écrire le bouquin de Geneviève. Donc je me lance dans l'écriture de son livre. Et puis en fait, l'année d'après, Endemol m'appelle en me disant, bon, tu sais, on a racheté Miss France, oui, ça se passe pas très bien. Je dis, ouais, je sais, compliqué, la gestion de Geneviève de Fontenay. Je suis invitée au jury de l'élection de Miss France, c'était en décembre 2004. Et puis je participe au jury. Je la fais courte parce qu'il faut vraiment lire le livre parce que c'est très très long. Je raconte tout ça, mais en gros, voilà, Endemol me propose, je fais 2-3 remarques sur le contenu du programme et il me propose de rejoindre l'aventure et de créer en fait une équipe autour de Miss France. T'as adoré ce rôle? J'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment chouette. J'embarque des amis à l'époque et on crée la société Miss France, qu'avant c'était une coquille vide. Il y avait Geneviève et son fils, mais il n'y avait pas d'équipe. Et moi, je me suis bien rendu compte que de toute façon, même si j'avais plein d'idées, que j'étais super motivée, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Et je vais te dire, moi, je l'ai vu évoluer. Enfin, je suis arrivée, tu étais à la tête. Et je l'ai vu évoluer pendant que j'y étais. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Tu vois, comment dirais-je, par exemple, le voyage d'intégration des Miss, je l'ai vu se faire avec moi. Il y a pas mal de choses qui ont continué de... Et je me disais toujours, les filles qui arrivent après, elles n'ont pas forcément conscience, comme je n'avais pas conscience du chemin qui a été parcouru pour avoir la chance qu'on a sur le moment. Mais on n'en a pas conscience. Non, on n'a pas conscience. C'est quand toi, après, tu vois les choses évoluer. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, quand on m'a dit, mais pourquoi tu quittes Miss France, il y a un moment donné... Aujourd'hui, elles sont tellement encadrées, gâtées, avec les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses que j'avais parfois un peu l'impression d'être déconnectée parce que, sans être passéiste, on a fait tellement de choses en 20 ans sur cette... L'appartement, toi, je lisais dans ton livre, il n'y avait pas d'appartement. Fallait se débrouiller. Fallait être à Paris, mais il fallait se débrouiller pour être logé. Alors que nous, maintenant, il y a... C'est à partir de Laetitia Blégé, je crois. Un appartement de fonction. Je crois que c'est Corinne Comment. La fin d'année de Corinne, où elle a eu l'appartement. Oui, c'était l'appartement. Pour tout te dire, c'était l'appartement d'un des dirigeants d'Endemol. D'accord. Qu'on a récupéré, qu'on a loué pour la Miss. Parce qu'avant, effectivement, c'est soit elle habitait à Saint-Cloud, soit elle était un peu à l'hôtel, soit elle rentrait chez elle. Alors, Sylvie, si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée spécifiquement à l'école. Toi, tu as 3 enfants. Oui. Donc, tu as forcément un regard 14 ans, 10 ans, 5 ans. Donc, collège, primaire, maternelle. C'est parfait pour nous. Qu'est-ce que tu penses de l'école française aujourd'hui? Alors, il faut que je sois politiquement correcte ou pas? Non, toute la vérité. Alors, moi, j'ai testé 2 systèmes. J'ai mon aîné qui est en public, les petits qui sont en privé. Donc, je trouve malheureusement que le niveau s'est vraiment allégé. En maths et en français. Je suis la première, j'ai un aîné qui est en 4e à me dire « Waouh, on a quand même vraiment allégé les programmes. Il y a beaucoup d'absentéisme aujourd'hui. C'est un vrai souci quand même. » De la part des professeurs? Ouais. D'accord. En tout cas, dans le collège où est mon fils. Non, t'es pas du tout la première à le notifier ici. Ouais.
Et non, en fait, je crois qu'on a tout ce problème de Parcoursup parce que je vais y être confrontée. Donc, on me dit, oui, mais vaut mieux laisser ses enfants en public parce que pour Parcoursup, ils sont plus préparés. Et mais d'un autre côté, le public, je pense quand même, je vais faire hurler. Mais il me semble quand même qu'il y a un niveau parfois dans le public qui n'est pas à la hauteur du privé. Parce que quand tu peux faire la comparaison avec le privé où sont les plus jeunes, tu vois vraiment le décalage? Ouais, je vois le décalage. Et puis surtout, j'ai un enfant qui est passé du primaire privé au public collège, privé au public collège, et qui est arrivé roi du monde en 6e en public parce que... il avait finalement plus voilà, et qui tout d'un coup vit un peu sur ses acquis depuis 3 ans. Et je suis pas sûre que ça soit top en fait. Donc j'espère pas me tromper en le gardant dans le public parce que je suis très pro-public, j'ai été dans le public et je trouve que c'est bien parce qu'il y a aussi une ouverture, un mélange, une ouverture d'esprit qui parfois est un peu différent. Et la sociabilisation. Voilà. J'avais aussi envie que mes enfants soient ouverts et surtout quand on habite dans un quartier de Paris un peu fermé. Mais c'est l'avenir qui me le dira. Voilà. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, je la vois créative. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur apprendre l'anglais. Mais pas l'anglais uniquement du collège et du lycée. Je crois qu'il faut que nos enfants, avant 18 ans, soient pratiquement bilingues. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a encore en France. Mais comment on les fait voyager alors? Il n'y a pas d'autre choix? On les fait voyager, il faut des moyens, c'est compliqué. Si on ne peut pas les faire voyager, on met tout en anglais à la maison. Ils sont sur YouTube, ils regardent beaucoup de séries, on met tout en anglais. Donc ça, c'est le rôle des parents? Ça, c'est le rôle des parents. Ouais. C'est l'éducation continue à la maison. Oui, parce que, encore une fois, il y a une question de niveau, d'accessibilité, de moyens. Mais c'est un vrai job des parents parce que le collège et le lycée ne peut pas aller au-delà du programme d'anglais, en fait. Voilà. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler, c'est l'uniforme. Ah oui, moi je suis pro. Voilà, j'avais lu. Mais alors, pareil, j'ai un qui est en public et en privé. Franchement, l'uniforme... Et quand j'entends dire oui, mais l'uniforme, non, parce que ça gomme les identités de chaque enfant. Moi, franchement, j'ai été en collège privé quand j'étais gamine où il n'y avait pas l'uniforme. J'ai vécu l'enfer parce qu'il y avait les pulls Oxbow et moi, j'avais pas les pulls Oxbow. Et je suis désolée, mais il y a un moment donné, j'aurais préféré avoir l'uniforme pour pas qu'on me juge sur mes vêtements. Et donc ça, c'est le premier truc. Moi, je suis pro-uniforme. Et puis, deuxième, c'est que c'est une simplicité pour les parents le matin. C'est que moi, j'ai 2 placards. Un placard du week-end, un placard de la semaine. Et la semaine, on se lève, il n'y a pas de négociation avec nos enfants. De toute façon, c'est uniforme. Ils sont habillés en 3 minutes. Voilà. Merci Sylvie. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Tu as partagé pas mal de souvenirs avec nous. Oui. On aurait aimé que tu restes plus longtemps. Il y en a plein. Je sais, il fait près de 300 pages. Je pense que j'aurais pu rester 6 heures avec toi. Moi, en tout cas, j'ai apprécié lire ce livre. Ça se lit tout seul. C'est très rapide. Merci. Et puis, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.